Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRI. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être consacré, alors exercice un peu difficile, qui va être consacré à une actualité qui se passe au moment où j'enregistre aujourd'hui. Et cette actualité est quand même suffisamment importante pour qu'on essaye un petit peu quand même de la traiter. Cette actualité, c'est tout simplement la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Brésil, où il rend visite pendant 3 jours à son homologue Lula, à la tête donc du géant brésilien. C'est une visite d'État qui va durer 3 jours, durant laquelle le président français va se rendre dans 3 villes très importantes au Brésil, à Belém, j'y reviendrai tout à l'heure, donc aux portes de l'Amazonie, évidemment le symbole s'impose de lui-même. Il ira à Sao Paulo, qui est le poumon économique et financier du Brésil, on pourrait même dire de l'Amérique du Sud, et également à Brasilia, bien sûr, la capitale politique du pays. Donc le président Macron va faire tout cela dans une visite qui nous rappelle que la dernière visite d'État d'un d'un président français, c'était en 2013, il y a un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans, même si en 2016 il y avait eu une autre visite du président Hollande au Brésil, mais le statut de visite d'État, il faut remonter à 11 ans en arrière pour le trouver. Et pour retrouver un passage du président actuel Emmanuel Macron en Amérique latine, en fait, il faut remonter non pas à une visite bilatérale, mais à une présence du chef de l'État français en Argentine, c'était en 2018, durant le G20. Mais sinon, c'est tout simplement la première fois, depuis sa première élection, que Emmanuel Macron se rend, certains disent enfin, en Amérique latine, région qu'il n'avait jamais visité auparavant dans ses fonctions. Donc l'événement est déjà avec cela important pour diverses raisons. Il est vrai que le fait que l'Amérique latine ne fût pas une priorité de la France sous Emmanuel Macron jusqu'à présent a été remarqué, observé, souvent exprimé. C'est donc le Brésil que le président Macron a choisi de visiter pour briser en quelque sorte cette situation. Donc voilà pour le contexte. Le contexte, bien sûr, de la visite d'Emmanuel Macron au Brésil est aussi lié à la situation internationale, même si j'y reviendrai, cette rencontre en fait est organisée depuis très longtemps, depuis même avant la réélection de Lula, parce que c'est son 3e mandat, depuis 2021, lorsque Lula était que candidat à la présidentielle, il était venu à Paris, reçu en grande pompe à l'époque par le déjà président Macron, et déjà à cette époque-là, l'idée d'une visite du président français avait été largement avancée, donc il faut bien avoir cette chronologie en tête. C'est pas ces dernières semaines que ça s'est décidé, même si les événements du monde actuel pèsent sur la visite, c'est là où je voulais en venir. Je pense évidemment à la guerre en Ukraine ou à celle qui oppose Israël et le Hamas en Palestine. Bien sûr, tout ça pèse sur le sens de cette visite et ce qu'elle nous dit des relations entre la France et le Brésil. Donc l'agenda de cette visite, il est double, je dirais. Le premier, il est lié à la relation bilatérale France-Brésil, qui est une relation dense, riche sur plusieurs domaines, pas sur tout, mais sur pas mal de domaines. Alors on peut rappeler que la présence des entreprises et des groupes français est très forte au Brésil. Beaucoup d'entreprises françaises du CAC 40 et d'autres sont présentes dans de multiples secteurs dont je ne vais pas faire la liste ici, mais de l'agroalimentaire en passant par l'énergie au sens large du terme, le militaire, également tout ce qui est le luxe, les services. Enfin, la France est très présente au Brésil. C'est un des principaux pays vers lequel elle dirige ses investissements directs étrangers, en particulier dans les pays dits émergents ou les pays du Sud. C'est un gros marché pour la France. La France est présente, je l'ai dit, par exemple, sur le militaire à travers une coopération qui est très forte avec l'armée brésilienne depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de dossiers depuis une vingtaine d'années, dont la question des sous-marins, qui aujourd'hui va être un des aspects qui va être traité dans la visite d'État. Il y a une collaboration très forte entre la France et le Brésil en matière de transfert de technologies sous-marines pour équiper l'armée brésilienne de sous-marins français, etc. Puis il y a des dossiers, bien sûr, j'ai envie de dire, liés à la gestion frontalière entre la Guyane et le Brésil, par exemple. Tout ce qui est lié au trafic, à la contrebande, à l'orpaillage, donc la minerie illégale des filières de l'or qui détruisent littéralement les écosystèmes locaux et l'Amazonie en particulier, les trafics, les questions migratoires aussi. Bref, il y a toute une série de dossiers qui font que de toute façon, il existe une relation bilatérale France-Brésil assez importante. Deux pays qui ont 210 ans d'histoire diplomatique et qui ont toujours eu de très bonnes relations. La France est quand même globalement bien aimée au Brésil. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français, par exemple, au Brésil, encore une fois. Mais la relation a été une fois mauvaise, c'était sous Jair Bolsonaro, on s'en souvient, entre
Emmanuel Macron, premier mandat, et Jair Bolsonaro, où les relations se sont sacrément refroidies, en particulier autour de la question amazonienne, qui est le point de départ du retour de la France dans cette relation bilatérale. Alors, quels vont être les dossiers qui vont être traités? L'environnement, la question amazonienne, c'est un peu l'actualité brûlante. Les deux présidents ont annoncé un engagement commun d'un fonds d'investissement de 1 milliard d'euros environ pour, disons, développer la bioéconomie en Amazonie au profit des populations autochtones et du développement durable de la zone amazonienne, des populations qui y vivent. La France va donc investir dans le développement de cette bioéconomie. Le président Macron a donné une Légion d'honneur, une médaille de la Légion d'honneur au chef Raoni, donc les symboles sont forts. Et Lula et Emmanuel Macron ont pu trouver un terrain d'entente sur la manière de s'intéresser à la question amazonienne. Lula en rappelant les engagements du gouvernement brésilien, déforestation zéro en 2030, d'ores et déjà un recul important de déforestation et de tolérance zéro de sa dimension illégale. Et aussi Lula qui rappelle que l'Amazonie ne sera jamais un sanctuaire et ne sera jamais un bien commun de l'humanité, ce qu'avait à l'époque formulé le président Macron lors de sa dispute avec Bolsonaro. Lula ne veut pas non plus de cela, il veut la souveraineté brésilienne sur l'Amazonie et ses ressources, il veut de ce point de vue garantir sa souveraineté, mais aussi la sécurité et la protection de l'Amazonie, mais dans les termes choisis par la souveraineté brésilienne et pas avec une discussion sur le fait que cette dernière pourrait être un bien commun de l'humanité. Et Emmanuel Macron rappelant que la France est attachée à défendre cette forêt au titre de ses engagements climatiques sur l'accord de Paris et ses suites. Et la France met des moyens dans l'affaire en abondant donc un fonds d'1 milliard d'euros à peu près qui vient d'être annoncé. Donc on va avoir beaucoup de choses là-dessus. Rappelons que le Brésil va accueillir la COP30 en 2025 justement à Belém. Donc le choix de Belém est symbolique aussi pour ça dans la venue du président français. Et donc c'est là qu'on va positiver le plus possible les retrouvailles du Brésil et de la France sur des grandes thématiques internationales. Derrière ça, il y aura d'autres sujets de discussion, l'économie, la défense, et les questions géopolitiques, je vais y revenir. Donc on va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va globalement valoriser et positiver, même peut-être d'ailleurs au prix d'une communication un petit peu excessive dans une sorte de mariage entre deux personnalités fortes que sont Emmanuel Macron et le président Lula, pour positiver la relation bilatérale France-Brésil, montrer les points de convergence au maximum, montrer qu'on fait tout cela pour peut-être éviter de montrer trop les points de divergence qui existent et qui se sont aussi beaucoup accrus, en fait, en particulier sur le terrain géopolitique, depuis grosso modo la guerre, l'invasion russe, l'agression russe de l'Ukraine. Depuis ce moment-là, les positions entre la France et le Brésil ne cessent de diverger. Je vais développer ça dans un instant, mais on va rester là-bas certainement sur une communication très positive sur les aspects de convergence de relations bilatérales pour montrer aussi qu'on peut être en désaccord sur la négociation de l'accord Mercosur-Union européenne, que la France peut bloquer cette ce traité, mais que ça n'empêche pas qu'on a de très bonnes relations bilatérales et que le commerce et l'économie entre les deux pays peuvent s'intensifier, vivre à travers la relation bilatérale et qu'on n'a pas forcément besoin de trop parler des divergences fortes qui existent entre la France et le Brésil dans la négociation de cet accord birégional, en particulier autour de la question des normes commerciales que les Brésiliens voient comme étant sous couvert de protection de l'environnement, comme du protectionnisme pratiqué par les Européens pour ne pas laisser entrer les productions de leur pays et également pour les Français et d'autres dire justement que les productions brésiliennes sont faites dans des conditions qui les rendent plus compétitives et moins, exigeantes du point de vue environnemental et que donc on ne doit pas les laisser rentrer. Donc là, il y a un désaccord de fond qui fait que tout ça, pour l'instant, capote, mais on va essayer de ne pas trop en parler, peut-être pas du tout, et en tout cas de valoriser la communication autour de ce qui est positif dans l'agenda bilatéral. Deuxième niveau de rencontre, on va quand même parler de tous les sujets importants, on est entre chefs d'État, et donc là, on va certainement traiter de manière plutôt indirecte et sans faire des communiqués forcément ensemble, sur évidemment la grande différence d'analyse qui existe entre Emmanuel Macron et Lula sur les grandes affaires du monde. Je mets de côté la question climatique, j'en ai parlé. Je veux là m'intéresser plutôt aux questions des conflits entre Israël et le Hamas ou en Ukraine.
Il est clair que depuis le début de la guerre en Ukraine, le président français désormais assume une posture qui est de plus en plus forte sur l'idée d'être un peu le chef de file finalement d'un courant occidentaliste qui finalement proposait une grille de lecture des relations internationales autour d'une confrontation entre les démocraties libérales et puis le reste du monde qui serait un monde peuplé d'autocraties malveillantes contre les intérêts des puissances occidentales. Ça, c'est la position qu'est en train de prendre de plus en plus le président Macron, position dure qui, comme on l'a vu, assume une escalade, on ne sait pas jusqu'où, dans la confrontation avec la Russie, dans le cadre européen. Tout ça, évidemment, à l'aune de la possible élection de Donald Trump aux États-Unis. Et M. Macron essaye un petit peu de prendre le costume, en quelque sorte, du défenseur, du protecteur du libéralisme, de la démocratie libérale et de ses valeurs de la famille occidentale, ce qui amène la France à des positions, pour le moins, assez complexe sur Israël. La France veut 2 États, la France toujours prononcée pour ça, mais en même temps, elle a défendu le droit inconditionnel d'Israël à se défendre face au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. La France tâtonne, la France a voté des résolutions à l'ONU pour des cessez-le-feu. D'ailleurs, elle avait soutenu le Brésil lorsque ce dernier présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. C'était en novembre 2023, une des premières actions de la diplomatie brésilienne, ça a été d'avoir une résolution à l'époque déjà pour un cessez-le-feu en Palestine qui n'avait pas été votée du fait évidemment des vétos répétitifs des États-Unis. Mais la France, à un moment donné, avait rejoint le Brésil, donc il faut le souligner pour cela. Mais la France n'a pas rompu ou n'a pas pris des positions fortes contre le gouvernement de Tel Aviv, alors que Lula, lui, a pris, comme on sait, des positions très fermes et très fortes contre Benjamin Netanyahou, contre la politique du gouvernement israélien, avec l'idée que pour les Brésiliens, comme d'ailleurs pour le reste des pays du Sud en général, le conflit entre Israël et le Hamas ou la question palestinienne est d'abord vu comme la question d'un conflit colonial, non résolu, qui touche à la question du droit des peuples à l'autodétermination, et eux voient ça comme cela, alors qu'en Europe, on voit d'abord ce conflit comme étant aussi une des résultantes, ou avec la question évidemment de l'Holocauste, de la Shoah, de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, ce que les Brésiliens et d'autres pays du Sud considèrent ne pas être une histoire à laquelle eux, ils ont participé directement. Ils le voient ça comme un conflit colonial, quand en Europe, on le voit un peu différemment. Et donc, ça crée des grandes divergences. Lula assume aujourd'hui de se positionner comme un dirigeant du Sud qui refuse la lecture du monde entre communauté des puissances occidentales et des valeurs occidentales contre le reste du monde, qui refuse les doubles standards qu'il considère que les Occidentaux pratiquent trop, et dont, de son point de vue, la situation Israël-Palestine serait la confirmation, en disant mais vous nous dites qu'il faut aller absolument se battre en Ukraine contre les Russes, mais vous laissez Israël écraser Gaza et vous ne dites rien. Donc les doubles standards, ça fait des années que ça dure, ce n'est plus possible. Lula assume cette position, qu'il l'oppose aussi comme étant probablement le dirigeant du Sud face à M. Netanyahou en Israël. Donc c'est tout ça qui creuse les divergences entre la France aujourd'hui et le Brésil. C'est finalement une lecture différente de l'évolution des relations internationales et de la transition de l'ordre international actuel, dont les équilibres issus à la fois de la Seconde Guerre mondiale, mais de la fin de l'ordre bipolaire de la guerre froide, aujourd'hui volent un peu en éclats de manière progressive et dessinent un monde qu'on ne connaît pas encore, mais dans lequel les pays du Sud ont bien décidé d'assumer leur position, d'affirmer leurs intérêts et également de peser sur les contours de nouveaux équilibres à venir qui passent forcément par une érosion du monopole de la puissance des pays occidentaux. Et là-dessus, aussi bien l'Ukraine que Israël montrent des divergences d'approche en termes de grille de lecture, mais aussi de stratégie, puisque pour Lula, il faudrait tout faire pour que ça ne dure pas en Ukraine, que ça s'arrête, parce que le coût pour la planète est trop fort. C'est un peu la logique de départ de Lula, quand M. Macron semble aujourd'hui dire que la seule façon que ça s'arrête, c'est de vaincre la Russie, donc faire la guerre, potentiellement. Donc, on est vraiment sur des grilles d'analyse différentes, des positions différentes, des intérêts géopolitiques qui sont différents, alors que le Brésil et la France avaient tout pour porter des choses ensemble. Le Brésil comme grand leader du Sud démocratique, et la France comme, avec sa tradition, qui était plutôt d'être un pays médiateur justement entre les puissances occidentales et les pays du Sud, de jouer le partage, la distribution de l'influence pour finalement elle-même avoir un rôle important et permettre des équilibres au niveau international. Ça, c'était ce qui les rapprochait.
Aujourd'hui, il est clair que les positions qui sont prises par la France empêchent un peu ça. On a d'ailleurs vu, on l'a commenté à l'Iris plusieurs fois d'ailleurs, la manière dont la France rend hommage à l'élection de M. Milei en Argentine, le voisin avec lequel le Lula a de très mauvais rapports, évidemment. Hein. Rappelons que Javier Milei pense que le Brésil est un pays communiste et Lula un dirigeant dangereux. Eh bien, les relations sont au point mort entre l'Argentine et le Brésil. Et la France a salué la victoire de Javier Milei en disant justement que c'était le retour d'un pays dans la famille occidentale pour défendre les valeurs de ces dernières, etc. Donc on voit bien que là, il y a des tiraillements qui ne seront peut-être pas mis en valeur et valorisé pendant cette visite d'État du chef d'État français, mais à coup sûr, tout ça sera bel et bien discuté, peut-être pour essayer de mieux se comprendre, peut-être pour essayer de voir comment, à partir de ces points de différence, on peut quand même avoir des relations et travailler ensemble à des solutions. Tout ça sera certainement dans la discussion, mais de manière peut-être plus informelle, ce qui ne veut pas dire moins efficace. Et il faut peut-être même l'espérer pour que sur ces grands dossiers qui sont autant de périls pour la planète, on puisse ne pas avoir trop de grands écarts et de divergences justement entre ces pays dits occidentaux et les pays du sud ou du sud global, comme certains utilisent cette formule qui mérite beaucoup de débats. Donc on suivra tout ça, on y reviendra ultérieurement et merci, à bientôt.